Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle et cette avant-première d'Aria Ferma de Leonardo Di Costanzo. Tout d'abord, vous signaler que cette avant-première était aussi l'avant-première du Ciné-Festival qui s'ouvre demain. Et qui va dérouler ses fastes jusqu'au week-end, forcément. C'est une tradition que nous fassions plusieurs séances ici à la Cinémathèque en lien avec le Ciné-Festival qui s'ouvre donc demain. Et je vous signale que demain soir, ici même, il y aura la projection des films de diplôme de l'ECAL, une série de courts-métrages réalisés par de jeunes étudiants en fin d'études de notre fameuse école de cinéma de Lausanne. Renan. Ensuite, le jour après, une projection spéciale de Soylent Green que vous aurez l'occasion de voir ou revoir et qui nous augure un futur bien funeste et qui s'avère peut-être d'une criante actualité, toujours ici dans le cadre du Ciné-Festival. Deuxièmement, vous signalez que Aria Ferma de Leonardo Di Costanzo, pour nous, un moment important, dans la mesure où c'est un cinéaste que nous admirons depuis longtemps, d'abord en tant que documentariste, ensuite en tant que cinéaste de fiction proche du documentaire, on aura l'occasion d'en parler avec lui. Et c'est la première fois qu'il nous rejoint à la Cinémathèque suisse et on est très heureux que ce soit pour ce film qui avait été présenté en première au Festival de Venise l'an dernier, qui ensuite a été nominé à différents prix, notamment 11 nominations au David di Donatello qui correspondent aux Oscars italiens à Rome. Mais c'est aussi pour nous important parce que c'est une production qui a été signée par deux sociétés importantes, l'une en Italie qui est tenue par Carlo Crestodina à Tempesta, mais aussi coproduit en Suisse par Amca Film au Tessin, société dont la directrice Tiziana Sudani nous a quittés il y a maintenant un moment. Rappelez-vous, on lui avait rendu hommage ici même à la Cinémathèque suisse et on est très heureux que Michela Lapini, qui représente Amca Film ici en tant que coproductrice, soit présente parmi nous. Le film est distribué et il va donc sortir. Ça veut dire que demain, il sera présenté à Genève au cinéma du Grutli et à partir de demain, il sera à l'affiche à Lausanne au cinéma et dans toutes les meilleures salles de Suisse romande. S'il n'est pas quelque part, réclamez-le. Voilà, le distributeur est dans la salle, il vous écoute et il sera très heureux de trouver encore plus de salles pour la Suisse romande. Le film sortira en Suisse, ensuite en Suisse allemande et en Suisse italienne, bien évidemment. Et donc, pour terminer, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette salle de la salle Paderewski de la Cinémathèque suisse le réalisateur Leonardo Di Costanzo, accompagné d'un des acteurs qui est le Suisse de service, enfin l'Espagnol de service, mais qui joue Antonio Will, que vous connaissez aussi, qui a remporté deux fois le prix du meilleur acteur suisse. D'abord comme meilleur acteur pour le film Cœur animal de Séverine Corona-Musa et ensuite dans Opération Libertad de Nicolas Vadimov, dont il était Best Supporting Actor, comme on dit, donc dans un second rôle, meilleur second rôle. Mais enfin, il est quand même espagnol, hein, oui. Voilà, et il joue dans le film italien de Leonardo Di Costanzo. Mais c'est la deuxième fois, on a déjà travaillé ensemble sur mon premier film, L'Intervalle. Je sais. Oui. Alors, peut-être quelques mots à tous les deux sur, d'abord Leonardo, sur l'origine peut-être du film. Ce que tu veux dire avant, on va se retrouver après pour en parler évidemment, mais qu'est-ce que tu peux ou veux dire avant, s'il y a quelque chose à dire? Moi, j'hésite vraiment, j'ai du mal à parler avant des films, en général, et celui-là en général, parce que c'est un peu un film qui se tient sur un équilibre un peu difficile, et donc j'ai toujours peur que chaque chose que je dis, ça fait tomber l'équilibre d'un côté ou de l'autre. Donc je préfère plutôt écouter, et je serais très heureux parce que j'ai vu comment ça marche en Italie, le film. Parce que finalement, c'est avec les rencontres avec les spectateurs que le film prend son sens. Même nous, on découvre le film qu'on a fait. Nous, on sait en général le film qu'on avait envie de faire. Mais au bout, on ne sait pas le film qu'on a fait. Et c'est le public qui nous dit le sens du film profond. Et c'est vrai aussi que le film, il peut être
il y a des spectateurs qui peuvent changer, comment dire, la réception du film, ça peut changer de pays en pays. Et donc là, je serais vraiment très curieux de vous entendre parler. Je ne serai pas moi qui parlera, moi je suis plus attentif même à travers vos questions, de comprendre un peu le film que j'ai fait. Voilà. Alors, sans rien révéler du film, Antonio, toi, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, tu peux dire de Leonardo, que tu connais justement depuis un moment. Je le connais de deux fois, voilà. Mais c'est vrai qu'en le voyant, je me rappelle maintenant, ça me rappelait quand on était à Rome, et lui, il cherchait à te dire le personnage, alors on essayait un peu de... Bon, on va refaire, ouais, peut-être comme ça. Non, attends. Ouais. Alors, en te voyant, ça m'est venu vraiment l'attitude de recherche, non, de dire qui est ce personnage, qui est, qu'est-ce que c'est. Alors, avec lui, c'est vraiment toujours une invitation à le découvrir. On ne sait pas, c'est pas quelqu'un qui te dit ouais, c'est comme ça. Les idées sont très claires, mais ça s'est fait, voilà, ça s'est fait ensemble. Donc on en reparle dans un petit moment. Vous aussi, donc préparez aussi vos remarques et commentaires et questions, bien évidemment. À tout à l'heure et bonne projection. Mais c'est juste encore une question. C'est la première en français? C'est la première en territoire francophone? J'ai fait une projection à Paris, à l'Arlequin, une fois, mais c'était organisé par l'ambassade d'Italie. Mais donc, il n'y avait que des Italo-français, ou franco-italiens, vers la communauté italienne. Donc, c'est la première fois que c'est vraiment avec l'étranger, pour moi. Mais si je voulais juste dire que là, c'est avec des acteurs, des grands acteurs, Antonio, Tony Servillo, Silvio Orlando, mais aussi des ex-détenus et des ex-agents. Oui. Agents pénitentiaires, je crois qu'on dit en français. Ouais. Et qu'on a travaillé ensemble. Voilà. Je tenais à le dire avant. D'accord. Merci. Bonne projection et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Grazie a voi. Grazie. Mesdames et messieurs, Leonardo Costanzo, Antonio Will. Non sei più nella luce. Io sono al limite della frontiera invalicabile. Grazie mille. Merci pour toute l'équipe. Donc je commence quand même par quelques questions, après à vous de préparer les vôtres et vos remarques et réactions qui semblent en effet très positives du votre enthousiasme et vos applaudissements. Mais alors, je rappelle peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas que Leonardo di Costanzo arrive relativement tard à la fiction, avec l'Intervallo, avec l'Intrusa, maintenant avec Aria Ferma, mais qu'avant il y a tout un passé lié au cinéma documentaire et ça se ressent et ça se perçoit dans son cinéma de fiction, je pense. Mais justement, c'est pour ça que j'aimerais connaître d'abord l'origine du projet. En fait, comment tu as eu envie de t'intéresser à cette histoire et à cet univers, oui, enfin, jusqu'à quel point, je ne sais pas si c'est l'univers, c'est l'histoire, c'est une idée, en fait, j'en sais rien, voilà. Non, parce que même dans le documentaire, je me suis souvent occupé, disons, des personnages qui font de cernière, comme on dit, de cernière. Non, de fermeture éclair, mais c'est tout à fait ça, de charnière, oui. De charnière, voilà, des personnages charnières. Ceux-là qui sont entre le dedans et le dehors de la société. Entre la société, disons, établie et la société qui est dehors, qui est aux marges. Et moi, j'ai fait un film dans une école documentaire, dans une école de frontières, dans un quartier très populaire de Naples. J'ai filmé un maire
dans la banlieue de Naples, qui essaie de mettre l'état de droit dans un lieu où l'état de droit n'existait pas encore. Et je suis toujours intéressé à cette idée de ces personnages qui sont des personnages qui ne sont jamais... sont des personnages très complexes, parce qu'ils sont toujours en train de ménager entre leur idée de leur rôle et la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont continuellement en train d'inventer des stratégies pour... et ça fait que ces personnages, qui bougent, ils ne sont jamais fixes. Et donc, je suis arrivé un peu presque naturellement, après avoir filmé l'école, après avoir filmé une mairie, je suis arrivé un peu presque par exclusion. Je suis arrivé un peu à la prison. J'avais très peur de ça, parce que je ne savais pas très bien comment appréhender ce milieu-là. Mais j'ai découvert, parce que comme je viens du documentaire, j'ai beaucoup travaillé en amont. J'ai visité beaucoup de prisons, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui travaillent dans les prisons ou qui sont des détenus, mais surtout des gens qui travaillent au début. Et j'ai découvert un monde très intéressant, un monde de discussion, de questionnement sur l'idée du mal, sur la faute, sur la culpabilité et de comment dire, il risarcimento, je ne sais pas comment on dit en français, risarcimento. Le remboursement, enfin, c'est pas le remboursement. Là. Oui, c'est toujours en italien. Ouais. Oui, c'est le remboursement, mais enfin, c'est pas le remboursement, c'est le paiement de la faute, voilà. Oui, le paiement de la faute. Et c'est un lieu d'élaboration qui questionne, je pense qu'il questionne pas seulement le monde des prisons, mais je pense qu'il questionne nous tous, quoi, parce qu'il y a affaire avec le bien, le mal, et quand on reçoit du mal, qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je pense qu'il y a une très belle réflexion là-dessus. J'ai trouvé un monde très riche. Et petit à petit, en écrivant, je me suis rendu compte que, en fait, c'est vrai que j'étais en train de faire un film sur la prison, mais j'étais en train de faire un film sur qu'est-ce que c'est vivre ensemble, quoi. Sur la communauté. Je pensais que petit à petit, cette prison est devenue presque une métaphore. Mais c'est une chose que j'ai découvert en écrivant. Voilà, c'est pas quelque chose qui a été programmé. Parce que je travaille un peu toujours comme ça. Je suis une intuition, et puis petit à petit, je découvre un peu le film que je vais faire. Voilà. En même temps, tu as travaillé avec d'autres personnes pour écrire. Tu n'as pas écrit seul. Oui. Donc justement, à quel moment, comment s'articule finalement ton expérience, ta recherche de documentariste, en tout cas de cinéaste qui cherche quelque chose et quelque part une histoire, un récit, une dramaturgie, une aventure, un lieu aussi qui est quand même, on y reviendra après. Mais comment ça s'est articulé au moment de l'écriture, cette évolution au fond vers l'histoire et le récit que tu mets en place? Au début, on rencontre beaucoup de gens et on parle beaucoup. On écrit très très peu. On arrive presque à la fin, très très tard à écrire. Et c'est presque naturellement. C'est-à-dire que quand tout est assez clair, on arrive à écrire. Et puis, pour toute une série de choses, moi, ça m'arrive toujours sans le vouloir. Au début, je fais toujours des films à l'intérieur d'un lieu unique et dans un temps assez restreint. C'est peut-être une influence théâtrale que j'ai, parce que j'ai beaucoup vu du théâtre. J'ai toujours c'est comme si les personnages devraient toujours être dans des situations particulières de leur vie pour pouvoir se révéler. Voilà, pour pouvoir révéler leur vraie nature. Voilà. Et je ne le cherche pas, mais disons que je ne trouve pas le récit, la dramaturgie, si je ne trouve pas le lieu, si je ne me figure pas matériellement le lieu où tout ça se passe. C'est le temps
qu'il doit durer l'histoire. Parce que tout ça, ça l'influence sur le type d'accident qui doit raconter le film. Et alors le lieu, tu l'as trouvé quand? Mais le lieu, je l'ai trouvé... alors j'avais imaginé autre chose. Enfin, le lieu que j'avais imaginé, que j'ai écrit, c'était une chose. Et là, quand j'ai retrouvé ce lieu, que c'est à Sassari, en Sardaigne, que c'est une prison qui était fermée il y a peut-être une dizaine d'années avant, donc c'était encore dans cet état-là, presque intact dans la situation qu'elle était quand elle était encore en fonction. Mais ce qui ça a changé que le panopticon, en général, c'est formé par ce lieu central qui est une coupole, un grand espace. En général, ce lieu-là, ce n'est pas un lieu de détention, c'est un lieu dans lequel on regarde. C'est parce qu'à partir de ce lieu central, il y a des bras, comme ça s'appelle, les bras, Enfin, des couloirs qui des partent, grands couloirs, des galeries dans lesquelles il y a les cellules. Et ça, c'est un lieu d'observation, c'est-à-dire des ramifications. Des ramifications. Et lorsque là, j'ai décidé de faire là, parce qu'on a construit les cellules au rez-de-chaussée, parce que ça me semblait une idée théâtrale. Et cette espèce d'atmosphère théâtrale, je pensais que c'était nécessaire pour que le récit échappe un peu au strict réalisme. Parce que j'ai pensé qu'avec le réalisme très serré, je ne serais pas arrivé à raconter la prison ou l'idée de prison telle que je l'avais vue. Donc, donc j'avais besoin un peu de... C'est la même raison pour laquelle cette prison qui est au milieu de la ville de Sassari, on l'a mis en post-production, donc avec des effets spéciaux, on l'a mis dans les montagnes. Donc pour créer une espèce de château, pour raconter une espèce de conte, plus que quelque chose qui a à faire avec le récit naturaliste, disons. Voilà. Mais ce lieu, à un moment donné, il faut l'habiter. Alors justement, comment tu as choisi les acteurs, évidemment Tony Servillo, Silvio Orlando, mais aussi Antonio. Enfin, comment les différents personnages ou les acteurs sont arrivés? Est-ce que c'était des personnages d'abord, les acteurs d'abord? Oui. Et enfin, comment ça s'est passé? D'autant que, vous l'avez dit tout à l'heure, une partie des acteurs ne sont pas des acteurs. Et un acteur est un ancien détenu devenu acteur. Je le précise pour peut-être le spectateur qui l'aurait déjà vu quelque part et se dise « mais je l'ai déjà vu quelque part ». Vous l'avez vu dans le film des frères Taviani, Cesare deve morire, et c'est Salvatore Striano qui était un ancien prisonnier de Rebibbia et qui joue dans le film. Oui. Non, parce que moi, parce qu'il y a ce rapport au réalisme, c'était un peu mon souci, parce que je sentais que le réalisme, le naturalisme presque, je ne serais pas arrivé à raconter la prison comme je l'avais ressentie, et que donc j'avais besoin de quelque chose, j'avais besoin d'un peu d'enjeu, j'avais besoin d'acteurs, parce que les acteurs non professionnels et les acteurs professionnels, ils ne jouent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'un détenu, un ex-détenu qui doit interpréter un détenu, la distance, elle est très petite entre sa vie et le personnage qu'il doit interpréter. Donc, Tony Servillo ou Antonio, qui n'a jamais été en tôle, il doit interpréter qu'est-ce que c'est le personnage. Et cette distance du personnage, ça influe sur le ton du jeu. C'est facile à comprendre, c'est une question de distance. Et donc mon souci, c'était toujours de comment mettre ensemble ces deux manières de jouer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé en amont. On a essayé de mélanger les deux. Et c'est que j'ai demandé aux acteurs
professionnel, c'est d'essayer de jouer moins. C'est d'essayer asciugare, comme on dit, assécher le jeu, de l'être le plus pur possible, et de manière que c'est... Et puis je l'ai mis, par exemple, pour ce qui concerne Tony et Silvio, je l'ai mis dans une situation de... Quand je leur ai envoyé le projet, j'avais dans ma tête, ils m'ont demandé pour quel rôle. Et moi, je leur avais dit pour des rôles inverses de ce qu'on voit. C'est-à-dire que Tony devait faire le détenu et Silvio devait faire le gardien. Puis pendant qu'ils lisaient, je me disais, mais s'ils m'ont accepté de participer au film, je crois que je vais leur changer. Je vais les mettre dans une situation inconfortable. Parce que la logique disait que c'était la bonne idée, c'était celle-là, mais originaire. Mais moi, je pense qu'ils ont été trop confortables dans le rôle. Et qu'il fallait les mettre un peu en difficulté et de les mettre le plus possible proches aux acteurs non professionnels. Voilà. Et donc, je leur ai demandé de changer. Tony Servillo a tout de suite accepté parce que c'est un monsieur curieux et il a dit c'est très bien. Moi, effectivement, le rôle du chef des détenus, ça, je pourrais le faire. J'imagine que je peux le faire très facilement. Mais un rôle du serviteur de l'État, ça me rappelle un peu mon père, qui était un homme très simple et qui était très régulier, qui n'avait jamais d'excès. Il était un homme qui accomplissait son rôle que la société lui avait confié avec conscience, mais qui n'avait jamais des pics. Et il a dit donc je veux faire un film en honneur de mon père. Lorsque Silvio ne le voulait pas, Silvio il disait qu'il ne reconnaissait pas en lui une méchanceté pour pouvoir être menaçant. Et il refusait, il ne voulait pas le faire. Et je dis, mais moi je pense que de temps en temps, tu peux avoir des regards méchants. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est ma fiancée d'il y a 30 ans qui t'a dit ça, parce que je pensais parce que la scénariste, Valia Santella, ils étaient fiancés il y a 30 ans auparavant, donc il croyait que Valia Santella m'avait dit qu'il avait l'âme méchant et que... Non, ça, il l'a dit, je le répète, parce qu'il l'a répété en public aussi. Donc. Valia n'est pas très contente chaque fois, mais... Mais alors, Antonio, toi, tu es arrivé comment? Enfin, vous connaissiez déjà, mais comment ça a été le travail, justement, d'approche de ton personnage et le travail, qu'est-ce qui s'est passé alors pour que vous prépariez, au fond, le tournage? Bon, ça s'est passé d'abord, il y a Mickey qui m'a mis au contact de nouveau. Et on s'est vu à Rome. À Rome, ouais. Il y avait le Covid. C'était vraiment... Rome, elle était vide. C'était incroyable. Et on était dans cet hôtel dans lequel on dormait. On s'est donné rendez-vous pour répéter les scènes. Avant, ah oui, c'est vrai. Avant, le premier jour, je suis arrivé déjà qu'il y avait... Vous étiez en train de répéter dans le théâtre. Dans le théâtre. Voilà, je suis arrivé, on m'a pris la température tout de suite. C'est la première fois qu'on me mettait à pistolet comme ça. La température, donc je suis arrivé juste. Tu avais la barbe. J'avais la barbe, voilà. Et je suis arrivé, ça avait déjà commencé. C'était la scène, mais j'étais casté pour... Casté, ça veut dire je faisais des essais pour le pédophile. Oui. Donc, moi, je me pensais qu'Antoine était beaucoup plus vieux. En fait, il était beaucoup plus jeune. J'avais rajeuni dans ça. Et alors, voilà, j'ai fait ça. Oui. Et après, le deuxième jour, déjà, tu m'as dit, on va voir... J'avais essayé aussi pour l'autre. Pour l'autre aussi, qui fait les textes. Si. Un peu plus... voilà.
Et après, tu m'as dit non, Bertone, ouais, j'ai besoin tu m'as insisté beaucoup que tu avais besoin d'un personnage qui soit. Ouais. Qui mette une. D'un personnage qui ne soit pas facilement. Qui soit méchant. Voilà. Mais qu'en même temps qu'il a aussi un peu qui est aussi porteur d'un espèce de sentiment commun. C'est-à-dire que l'idée que tu dis par rapport au vieux pédophile, que le personnage dit à propos du vieux pédophile, de dire voilà, peut-être moi je ne me tromperai pas une fois que je sors d'ici. Peut-être une fois que je sors d'ici, je ne tomberai plus, peut-être, je ne sais pas. Mais lui, non. Lui, il ne peut pas changer. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai imaginé un peu, c'était le penser comment est-ce qu'il y a un parti aussi vrai. Parce que ça, c'est... C'est vrai que c'était assez déroutant, tu vois, parce que alors je venais pour une idée, donc j'avais préparé ce personnage, je m'étais documenté un peu sur la pédophilie, et après, non, peut-être pas ça. Je sentais vraiment que lui, il ne voulait pas. Donc on a essayé l'autre, alors, bon, tu essayais de composer l'autre personnage qui pourrait être, et après, il y avait Bertone, donc ça devait être un Argentin, peut-être, mais non, peut-être... Oui, ton accent, ça peut aller aussi pour quelqu'un du Nord, du Veneto, non c'è problème. Donc, je ne savais pas vraiment où je naviguais, mais je faisais confiance qu'il y avait quelque chose qui allait être voilà, concret. Et après, je suis rentré de nouveau à Genève. Et j'ai fait d'autres choses. Il y avait des problèmes parce que vous avez commencé déjà à préciser les scènes. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur la prison parce qu'au début aussi, quand on s'est vu, vous ne savez pas vraiment si c'était à Torino. On ne savait pas encore. Il y avait encore des... Et alors là, ils étaient déjà en train de construire les scènes dans les lieux avec donc des répétitions. Le décor, avec les prisonniers. Les gens qui avaient fait de la tôle. Et alors je suis arrivé, je ne savais pas ça vraiment. Personne m'a vraiment dit, lui il a été. Donc voilà, je suis débarqué. Et assez vite, comme c'était le Covid, donc on vivait dans l'hôtel et on allait répéter dans le lieu où on allait tourner, donc dans la prison désaffectée, au centre de Sassari, on était à quelques mètres. On vivait avec ces personnes qui nous racontaient 1000 histoires de sa vie de prisonnier. Il y avait Michele qui avait fait 17 ans, qui aimait beaucoup nous raconter tous les détails de comment il avait fait ça. Il était vraiment génial. Donc petit à petit, au début, pour moi, ça a été vraiment un choc de vivre ça. Mais petit à petit, l'humanité qui dégageait et qui était aussi... Voilà, donné par le travail que vous avez fait, ça te prenait. Et voilà, on s'envoie encore des WhatsApp. Des fois, je reçois des WhatsApp de Michel. Trinita. Voilà, qu'on cherchait avant les noms. C'était un des... Mais alors, justement, c'est de l'autre côté, alors c'est non professionnel, enfin, ces gens qui avaient fait de la prison, qui avaient vécu la prison, tu les as choisis. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la prison comme détenus, et il y a aussi des gens qui ont fait de la prison comme gardiens. Oui, ils se sont retrouvés, même pendant une scène, ils se sont retrouvés, parce que vous étiez dans la prison de Naples il y a 20 ans, ils se sont rencontrés, les détenus. Mais comment tu les as choisis? Comment tu les as trouvés? Comment tu as travaillé avec eux? Mais j'ai trouvé c'est des anciens détenus. Souvent, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de réinsertion, une fois que les détenus sont sortis. Et donc, j'ai cherché parmi ces gens comme ça. Et j'ai eu plein d'histoires. C'était pas des castings, c'était chaque fois, je voyais 3 personnes par jour, parce que tout le monde racontait leurs histoires. Et puis, voilà, avec des acteurs non professionnels, comme ils sont très proches, il ne faut pas savoir jouer, quoi. Il ne faut pas savoir... c'est la présence, c'est le visage, c'est la manière de bouger...
Et puis c'est la capacité la curiosité, l'envie d'être avec les autres. Et là, ça s'est créé un peu une situation, on était toujours tous ensemble. Et Tony et Silvio allaient demander aux ex-détenus comment il fallait faire, hein, comment il fallait se tenir, comment fermer les portes, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment occuper la cellule. Et les non-acteurs allaient demander des renseignements sur comment il fallait jouer, comment il fallait se tenir pour être devant la caméra, etc. Je pense que c'est créé une sorte de communauté qui a fait que que je pense qu'il y a eu des reflets sur le film, quoi. Je suis presque convaincu de ça. Oui, ça me fait penser à un moment donné dans lequel, justement, ces phrases qui disent Tony, non? Et je me souviens très bien que dans le regard de Tony et de Silvio, j'avais pas d'écho à ce que je disais, parce que bon, ils étaient concernés, mais ce n'est pas son vécu. Oui. Tandis que tu regardais vraiment les gens qui avaient vécu là, oui, oui. Et qui avaient fait des années de prison, et tout de suite il y avait une résonance. Donc tu pouvais t'appuyer sur son regard et éviter le regard des grands comédiens, parce que vraiment là, tu savais que tu étais en train de dire qui faisait sens à ces personnes qui avaient vraiment vécu ça. Ça, c'était tout de suite une... Ah ouais, c'est intéressant. Mais ouais. Ouais. À vous la parole. Commentaires, questions. Leonardo serait heureux aussi d'avoir vos réactions, tout autant que vos questions d'ailleurs. Donc merci de lever la main. Il y a des micros qui circulent. Il y a une question là, et puis après tout là-haut. Alors là-bas d'abord. Mesdames. Moi, je voudrais déjà vous remercier pour ce moment incroyable. J'étais tellement soulagée à la fin quand ça ne finissait pas mal. Parce que j'ai eu tellement peur que cette histoire soit si belle qu'après, la justice dise « Ah, mais vous n'aviez pas le droit de faire ça » et censure complètement celui qui avait pris cette initiative. Et je suis en fait très contente que ce ne soit pas fini comme ça. Pour dire, moi j'ai eu très peur de ça, tout le monde dit « Oui, mais attends, au dernier moment, bam, il y aura la justice qui va reprendre le truc en main, c'est pas permis de faire ce que vous avez fait, etc. » Donc je suis très contente qu'on soit resté dans ce mythe, enfin dans ce moment fou, extraordinaire. Je vais vous dire que j'ai apprécié énormément tous les sons. Depuis le feu du début, chaque petit son était pour moi un joyau. Chaque petit son permettait de savoir ce qui se passait. Et j'ai énormément apprécié ça. La musique, c'était pas de la musique, c'était des sons, mais des sons qui embarquaient, qui remplaçaient la vue. Enfin, c'était vraiment très, très... Il y a Maxence qui a fait le mixage, on lui doit beaucoup du son, ce qu'on entend. Alors vraiment bravo, parce que c'est extraordinaire. C'était comme de le voir avec tous ces sons, c'était juste magnifique. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Il y avait tout là-haut. C'était où là-haut? Oui, vous aviez levé la main. Buonasera, bonsoir. Quel était le moment le plus difficile à tourner dans la prison? Le moment plus difficile, il n'y a pas eu vraiment de moment difficile. Il y a eu des moments de tension, évidemment, parce que le temps il n'était pas énorme. On a tourné tout ça en 6 semaines. Difficile dans le sens que Silvio Orlando, puis chacun a vécu ses siens. Silvio Orlando, qui était dans la prison, il a toujours répété, disant, qu'il parlait avec Salvatore Sastriano, qui était dans la cellule avec lui, il disait, je ne sais pas comment tu as fait à vivre là pendant des années. Moi, le temps d'une scène, du clap, tu vois, de faire un jack, d'une prise, déjà j'ai du mal à supporter.
pour les gens j'imagine que pour eux, c'était beaucoup plus compliqué d'être fermé pendant quand on tournait. Mais non, mais moi, je pense que c'est créer une atmosphère. Enfin, moi, j'étais tendu, évidemment, mais j'étais très, évidemment, préoccupé que tout ça se passe bien, etc. Mais je voyais autour de moi qu'il y avait tellement de gens qui ils avaient le plaisir de vivre cette expérience, qui était très émouvante pour beaucoup, mais aussi c'était vraiment un sens de communauté qui s'est créé. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, je voyais, parce que moi j'étais un peu en retrait pour essayer de ne pas... moi je ne vivais pas en hôtel parce que j'avais besoin un peu de recul. Là, on va redescendre. Après, il y avait monsieur ici devant. Là. Oui, ça vient. Il arrive. Voilà. Merci. Et pour un Italien qui regarde le film, peut-être juste pour moi, je ne sais pas, c'est un peu difficile de résister à la tentation de projeter un peu les pays dans cette communauté, dans cette prison. Qu'est-ce qu'on a en fait? On a une communauté des gens assez vieux. De toute façon, les vieux sont les vrais protagonistes du film, je trouve. Les plus âgés, les plus sages peut-être. Qui attendent un changement qui n'arrive jamais. Et qui semblent ne pouvoir pas vraiment arriver. On peut même penser à Buzzati, au Deserto di Tartari. En fait, la situation du départ, c'est un peu la même, en fait. Mais c'est surtout le présent qui m'intéresse. Je me demande, et c'est la question que je pose, en fait, c'est légitime de voir un peu dans ces films une image du pays, c'est-à-dire de l'Italie aujourd'hui. En quel sens on peut regarder l'Italie? C'est quoi la Une communauté de gens qui attendent un changement, c'est-à-dire la fermeture de la prison, qui en fait n'arrive jamais. Le film s'arrête et la prison est toujours là. Mais pourtant, on vit. Mais pourtant, on vit. On devient amoureux, on fait des enfants, on vit. Pendant qu'on attend, on vit. C'est ça la chose. C'est pas qu'on attend, on s'assoit sous l'arbre et on attend que ça passe. On vit. Même dans les camps de concentration, les gens tombaient amoureux. Tu vois? C'est-à-dire que c'est ça un peu... Merci d'avoir fait ce... Oui. Parce que pendant qu'on attend qu'il y a quelque chose qui change, on vit et on fait des petits pas. Oui, oui. Parce que là, on construit une communauté, oui, oui. Une toute petite communauté que fait changer tout le monde. Parce que tout le monde fait changer. Parce que ça... Ce qui change un peu ce qui a été un peu remarqué par un prisonnier, quand on a montré ça à la prison de Bollate. La prison de Bollate en Italie, c'est une prison modèle, c'est-à-dire les détenus, ils sont pratiquement libres à l'intérieur de l'établissement. Les gardes, ils sont juste sur les murs. À l'intérieur, il n'y a pas de porte. C'est une prison modèle. Et un détenu, quand on a montré le film, lui, il a pris la parole, il a dit ce qui est très beau dans le film et qui c'est très vrai dans notre vie, il a dit, c'est le geste de confiance. C'est-à-dire que tout ce qui génère le film, ce qui génère la rencontre, c'est quand Silvio Orlando demande d'ouvrir la cuisine qui est de l'autre côté de l'établissement. Et il sait bien que c'est presque une provocation. Mais Tony Servillo, presque comme un pédagogue de haut niveau, il détourne la question en lui faisant confiance. Il dit voilà, j'accepte, on va ouvrir. Donc c'est ce geste de confiance. Il dit ce geste de confiance-là, pour nous, c'est très important. Pour ceux qui ont trompé dans leur vie, avoir de nouveau quelqu'un qui nous fait la confiance, c'est très important dans la reconstruction. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense que les personnages du film, malgré on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après, quand la justice va arriver, qu'est-ce qui va se passer, mais moi je pense que chez les gens, quelque chose, les personnages ils sont changés, quoi.
Hein. En tout cas, je n'avais pas pensé à l'idée de l'Italie qui attend. Mais en quel sens? J'ai pensé à l'idée que même dans des conditions difficiles, je pense que les gens continuent à vivre, à avoir des sentiments, à avoir des relations. Les relations humaines, elles sont même possibles. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs en visitant les prisons. La prison, c'est un lieu de violence, c'est un lieu de ségrégation, c'est un lieu de séparation. Surtout, tous les hommes sont séparés. Il y a d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Toute relation, c'est interdit presque. Il ne faut pas avoir de relation avec les détenus. Ça, c'est même compréhensible. C'est compréhensible parce que avoir des relations, ça veut dire que le système, dans le moment où on rentre dans la prison, la personne qui a volé une pomme, c'est la même chose que quelqu'un qui a volé, qui a tué quelqu'un. Le système, c'est pas au système carcéral de devoir juger. Ça, c'est la magistrature qui doit faire ça. Et donc, pour éviter de rentrer dans le délit, dans l'analyse du délit, etc., il ne faut pas avoir relation avec les détenus. Ils sont tous pareils. Mais ça, cette idée qui est pour enfin, comment dire, positive, je ne sais pas, j'imagine, ça veut dire qu'on enlève l'humanité. Les personnes, c'est comme si c'était... les gardiens, il y a presque une vingtaine chaque année, il y a presque une vingtaine de gardiens qui se suicident chaque année. Parce que c'est un travail absurde. Parce qu'ils ne doivent pas vivre. Ils ne doivent pas être humains. Ils doivent être des fermeteurs de portes, des fonctions. Voilà. Oui, là-haut. Après vous, parce que vous voulez poser une question. On ne pas oublier. Tout là-haut, en haut des marches, s'il te plaît. En haut. On commence ici? Ok. Merci beaucoup pour ce film incroyable. J'ai trouvé l'un des sujets qui m'a trop touché, que je trouve très fascinant. C'est la question je peux le dire rapidement comme ça, de la force de l'intériorisation de nos rôles dans la société. Donc, bien sûr, on sait qu'il y en a tellement de facteurs qui nous amènent d'avoir ces rôles-là ou ces rôles-là dans la vie, d'être criminel, prisonnière ou d'être policier, gardien, etc. Une multiplicité de facteurs. Dans ce cas-là, c'est extrême parce que c'est vraiment un rapport de force très clair, très vertical, gardien, prisonnier. Et vous les mettez dans une situation où le système qui fait exister ce rôle n'existe plus. La directrice part, on est dans l'isolement, dans le confinement, on peut faire des parallèles avec le Covid d'ailleurs. Et encore plus, vous poussez cette logique à l'extrême avec l'idée qu'il n'y a plus de lumière, plus d'électricité, ce qui est très important pour le panoptique, pour que ça fonctionne le pouvoir, il faut qu'il ait la vision, etc. Et donc, si j'ai bien compris la position que vous défendez, c'est voilà, qu'il y a quand même des variations individuelles. Il y a certains personnages qui tiennent vraiment à leur rôle de gardien, comme le personnage d'Adonio plutôt, même dans ces situations d'isolement. Il y a d'autres, comme Denis Servillo, qui sont plus prêts à négocier les rôles. Si cette interprétation vous parle, j'aimerais savoir pourquoi ce début du film, qui est le seul moment où on n'est pas dans la prison, et qui, à mon avis, le récit qu'on écoute naturalise un petit peu cette tendance du personnage de Servillo vers la sympathie envers la proie. Et est-ce que j'imagine que c'était vraiment un moment très important pour vous de poser ça au début, le seul moment en dehors de la prison. Est-ce que vous pouvez parler de cette première scène? La première scène, puis je sais pas, moi ça presque une valeur architecturale. Ce film, ça termine, ça ouvre et ça termine dehors, quoi, un peu. Parce que la dernière scène, parce qu'après c'est les génériques, disons. La dernière scène, c'est dehors aussi. C'est dehors aussi, et
lorsque tout ça c'est à l'intérieur. Mais moi, ce que je me souviens, parce que là c'est un peu, ce que c'était cette scène-là, c'était un peu pour être à côté des gardiens. Enfin, moi, je pense que c'était très facile, hein, de quelque manière, d'être du côté des détenus. C'est magique, hein. C'est presque... On est toujours... Le cinéma, il est toujours... Les méchants sont toujours plus forts. Et donc, c'est les porteurs du bon tas, les bons, c'est beaucoup plus difficile à les faire passer. C'est beaucoup plus difficile à s'attacher à leur... En général, quand il y a un duel entre un bon et un méchant, le méchant gagne toujours, dans la sympathie du spectateur. C'est incroyable, c'est un peu... on est beaucoup plus attaché au cheminement que le méchant peut faire. Lorsque le bon... C'est normal, il ne fait pas de cheminement, il ne bouge pas, il est représentant du bien. Lorsqu'on attend toujours que le méchant il fasse des cheminements. Donc, au point de vue dramaturgique, c'est des personnages plus intéressants. Et donc, j'avais besoin de partir directement à essayer d'empathiser le plus possible avec les bons. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y avait encore une question, monsieur. Je vous passe mon micro. Merci Leonardo. J'ai adoré ce film au niveau de l'atmosphère et de la tension qui est palpable, mais sans rentrer beaucoup trop... Oui, ça reste une tension stable, on va dire. Ouais. Mais j'ai juste remarqué une scène avec ce que fait Antonio, là, avec la marionnette. Là. Enfin, je pense qu'il crée une marionnette de tissu, c'est ça? Oui, oui. C'est une idée qui est venue d'ex-détenus ou je sais Antonio. Pas. Antonio. Je ne sais pas où il l'a pris, mais... En fait, moi, ça je ne te l'ai jamais raconté, mais donc j'ai parcouru la prison. J'aimais bien me promener parce qu'on a beaucoup d'attentes dans le cinéma. Donc j'ai découvert des trucs incroyables. Hein. Donc j'ai découvert dans les caves justement des archives. Donc avec la mémoire de ces lieux, des archives qui avaient même des condamnations de 1942. Ouais, ça, qui était tenu dans des cartons, ça m'a vraiment... la mémoire d'une souffrance, elle est réduite peut-être à l'oubli, parce que je ne sais pas ce que ça serait, mais il est tellement comme ça. Et après, je continuais à marcher dans les galeries, je trouvais que... Parce qu'elle était très présente, ça faisait 10 ans à peine que les détenus étaient partis, et tout était là. Et donc, je lui ai proposé de prendre des objets. Donc, j'ai fait ma cellule, je l'ai fait un peu avec les choses que je trouvais. Et une chose qui était très présente tout le temps, c'était avec les draps. Ils déchiraient les draps en ligne. Oui. Et après, ils m'ont appris les copains. Les professionnels. Donc, tu tirais, tu faisais une cinta, je ne sais pas comment on dit. Une ceinture, une petite... ouais, enfin, un ruban. Voilà, un ruban. Et après, ces rubans, si avec 3, tu les tressais et tu faisais déjà une bonne corde. Et ces cordes servaient pour tout. C'était vraiment la seule chose qu'ils pouvaient avoir. Donc, ils l'utilisaient pour la lessive, ils l'utilisaient pour attacher un petit quelque chose. Donc, il s'agençait les cellules à sa manière. Oui, oui. Et alors, un jour, j'ai trouvé une vierge de Lourdes dans une des cellules, et je me suis dit, tiens, il fallait que je trouve une activité. Il fallait que je trouve une activité pour Bertone. Tu passes le temps à Bertone. Voilà, il devait passer son temps, alors je lui ai proposé que quand même, il était habile de ses mains, et que peut-être, avec cette tresse que je faisais, ben, j'allais coudre, j'allais remplir cette Vierge de Lourdes avec du blanc et tout ça. Et voilà, lui, il a trouvé bien. C'est super, hein. C'est très bien. Je ne sais pas si vous voulez plus de... Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup la présence aussi des croix, des phrases
sur Dieu dans la partie masculine. Les femmes c'était autre chose. Il y avait des poèmes très beaux écrits dans les murs. C'était très, très, très touchant, des dessins aussi. Un prisonnier qui avait fait vraiment carrément des dalles peints, comme si c'était des catelles, un lieu de rentrer là, tu dis ah ouais. Il y a encore une dernière question. Ouf, mon Dieu, il y a encore tout plein, mais on va peut-être pas non plus y passer. Après, je vous propose, si jamais, qu'on continue à converser. Merci beaucoup. Madame, et ensuite monsieur, et après. Oui. Alors, extraordinaire film, bouleversant, sublime. Bon, je ne sais pas trop quoi vous dire, tellement je suis bouleversée dans le sens où j'ai eu la boule au ventre du début jusqu'à la fin. J'ai aussi pleuré. J'ai aussi pleuré d'émotion face à la beauté de l'humanité qui ressort chez différents personnages, aussi bien chez les gardiens que de l'autre côté, chez les prisonniers. C'est ça que j'ai trouvé magnifique. C'est que cette universalité de l'humanité qui émerge dans les différents personnages, qui se tissent, nous fait penser quand même à la société en général. C'est un microcosme, mais qui est vraiment le miroir du macrocosme social. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être utilisé, ce film, comme outil de réflexion, pas seulement dans une salle de cinéma, mais bien au-delà. C'est-à-dire, je ne sais pas, dans une session parlementaire, par exemple. On peut toujours rêver, hein, ça ne coûte rien du tout. Dans les écoles, dans les gymnases, comme sujet de réflexion sur le système judiciaire et carcéral de nos sociétés, parce que c'est vrai qu'on s'en prend plein la figure au niveau de tout ce qu'on peut avoir comme jugement, entre guillemets. On voit bien qu'on est vraiment en permanence en train de se dire celui-là, est-ce qu'il est bon, il est méchant, enfin bref, tout en se l'interdisant en même temps, bien sûr, parce qu'on veut faire preuve d'humanité vis-à-vis de soi-même, mais en même temps, on est un petit peu conditionné quand même, juste un petit peu. Donc voilà, j'avais juste envie de dire que j'aimerais tellement, ça ce serait mon rêve, que ce soit exploité d'une manière beaucoup plus large avec des jeunes adultes et des adultes. Merci Voilà. beaucoup. Et merci. Merci beaucoup. Je suis touché Merci. par cette... Monsieur. Et le distributeur est dans la salle, il vous a entendu. Attendez, non, avec le micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans la façon dont j'ai été touché par le film, c'est pas par... J'ai l'impression qu'il est fait de façon organique. C'est-à-dire, c'est la situation qui se passe qui va transformer la situation acceptée, qui va transformer complètement la société. Et ça ne peut pas partir d'une idée préconçue que vous ayez, tel personnage comme ça. Non, ça part d'ailleurs. Ça part d'un côté, je veux dire, organique. Et ça, c'est rare, parce que sinon, ça sera emmerdant comme tout, ce film. Et là, ce serait comme tout. Ouais, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est que ça part de cette dimension organique. Oui, bien sûr. Oui. Et donc du corps, qui est là avant tout. Et ensuite, l'idée fait jour. Tout à coup, il y a quelque chose qui se découvre. Et c'est ça qui est passionnant dans cette approche d'une histoire. Merci beaucoup. Moi, je ne saurais pas quoi rajouter. C'est formidable ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'essaie toujours de mettre des personnages chaque fois. Tous les films, c'est un peu comme ça. Je les mets toujours dans des situations particulières. Et donc, à partir de là, les personnages qui sont dépourvus de tout de rôle dans la société, de tout ça, c'est l'humanité pure qui rentre en jeu. Et donc là, il y a les caractères purs qui commencent à agir et interagir entre eux. Voilà. Et donc, dans ce sens, c'est organique. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le film va sortir demain, un peu partout en Suisse romande, qui va sortir aussi, il sera présenté à Genève demain et ici à Lausanne au cinéma. N'hésitez pas à le dire autour de vous, puisque visiblement vous êtes restés, ça vous a plu. On peut encore continuer à converser un tout petit peu entre nous comme ça en petit comité. Et encore, permettez-moi, encore un dernier grand applaudissement à Antonio Buili et Leonardo Di Costanzo. Grazie a voi. Grazie di essere qua. Merci à vous. Merci. Grazie, bravi.